Imaginez que vous poussez la porte d'une salle de réunion. 5 personnes sont déjà là, elles vous regardent et dans 10 secondes, c'est à vous de parler. Vous auriez pu être confiant, sauf que juste avant d'entrer, vous avez renversé du café sur votre t-shirt. Et dans la panique, la seule chose que vous avez trouvée dans votre sac, c'est cette horrible eau avec en énorme la tête de Patrick Sébastien. Vous le sentez collé contre vous, et tout du long, vous vous demandez combien de personnes l'ont vraiment remarqué. 2, la moitié ou carrément tout le monde. Je serais curieuse que vous me disiez dans les commentaires votre estimation, car cette petite voix dans votre tête, Thomas Gilovich, un psychologue social américain, a voulu savoir si elle disait vrai ou si elle nous trompait complètement. Il a donc imaginé une expérience très similaire à ce que vous venez de vivre pour tester une idée simple. Est-ce que l'on surestime à quel point les autres remarquent ce qui nous gêne ? Pour y répondre, Gilovich a recruté 109 participants. Parmi eux, 15 ont été désignés pour jouer le rôle principal. Porter un t-shirt bien visible pour l'expérience. Pas de Patrick Sébastien, mais presque. Un t-shirt à l'effigie de Barry Manilow, un chanteur que la plupart des étudiants de l'époque considéraient comme franchement ringard. Chacun d'entre eux devait traverser une pièce où les attendaient en moyenne 5 observateurs, bien installés pour les voir arriver. Puis on leur posait une simple question. À votre avis, combien de personnes ont reconnu la personne sur votre t-shirt ? Les résultats sont impressionnants. Ceux qui portaient le t-shirt ont estimé qu'environ la moitié des gens présents avaient remarqué leur t-shirt ridicule. Et c'est fou, parce qu'on a déjà tous vécu un truc comme ça, quand on croit que tout le monde a vu qu'on a raté une marche dans la rue. Dans ma tête, c'est toujours un peu comme dans les films. Caméra qui zoome sur moi, ralenti dramatique, alors qu'en vrai, personne ne s'en souvient 5 minutes plus tard. Parce que quand on demande aux observateurs eux-mêmes, le chiffre tombe à 25%, soit 2 fois moins. À ce stade, 2 explications sont possibles. Soit on est en tant qu'humain tout simplement mauvais pour estimer ce que les autres remarquent, soit le problème vient du fait que dans cette expérience, la personne portant le t-shirt était la cible des regards. Et pour savoir laquelle des 2 options est la bonne, Gilovich a tenté quelque chose de différent. Il a filmé chaque participant entrant dans la salle, puis il a montré ses vidéos à de nouveaux spectateurs qui n'avaient jamais vu l'expérience en vrai. Leur mission ? Deviner combien des 5 observateurs avaient remarqué le t-shirt Barry Manilow. Et presque à chaque fois, la réponse tombe entre 23 et 26%, soit quasiment la réalité exacte. Alors pourquoi ceux qui portaient le t-shirt, ceux qui étaient en plein milieu de la scène, se trompaient autant ? Pourquoi étaient-ils aussi loin de la réalité ? Eh bien ça, c'est l'effet spotlight. D'après Gilovich, c'est parce qu'on vit tous enfermés dans le même piège. On est le centre de notre propre univers mental. Quand on pense qu'on nous observe, on ne fait pas que vivre la scène, on se regarde aussi en train de la vivre. On devient à la fois acteur et spectateur de notre propre film. Ce double regard active un réseau précis dans notre cerveau, le Default Mode Network. Il regroupe la zone qui s'occupe de l'analyse de soi et de son image, l'intégration des souvenirs personnels et la capacité à imaginer le point de vue des autres. Mais ici, il provoque un biais. Il mélange nos sensations internes avec ce qu'on imagine que les autres perçoivent. Et comme notre ressenti est vécu de l'intérieur, il prend une importance énorme. C'est à ce moment-là qu'un autre biais connu en psychologie prend le relais. L'effet d'ancrage qu'on a traité plus en détail dans la vidéo précédente si ça vous intéresse. En clair, la première information qu'on a sert de point de départ à toutes nos estimations, même si elle est hors sujet. Si je vous demande si l'Everest mesure plus ou moins de 10 000 mètres, puis de me donner sa hauteur exacte, vos réponses vont graviter autour de 10 000, même si ce chiffre est faux. Quand vient le moment d'évaluer ce que les autres ont remarqué, on part forcément de notre propre perception. Ici, dans l'effet projecteur, l'encre, c'est notre ressenti immédiat. Je porte un t-shirt gênant, et comme cette émotion est intense, elle écrase tout le reste. On essaie bien de corriger un peu, bon, ils ne l'ont pas tous vu, mais l'ajustement est trop faible. On reste collé à notre point de départ émotionnel. Résultat, on surestime systématiquement l'attention que les autres nous portent, à quel point ils ont remarqué ce qu'on remarque nous-mêmes. Mais une émotion, aussi forte soit-elle, finit toujours par s'atténuer. Alors les chercheurs ont voulu voir ce qui se passe quand cette intensité baisse. Dans une autre version de l'expérience, ils ont modifié un seul paramètre, le temps. Au lieu de faire entrer immédiatement les participants dans la salle d'observation, ils leur ont demandé de patienter seuls pendant 15 minutes dans une autre pièce. Toujours avec le t-shirt de Barry Manilow bien visible. Pendant cette attente, la gêne initiale s'estompe. Alors quand ils finissent par rejoindre les observateurs, l'intensité émotionnelle n'est plus la même qu'au moment où ils l'ont enfilé. Résultat, leur estimation du nombre de personnes ayant remarqué le t-shirt tombe à 37%. Toujours au-dessus de la réalité, certes, mais nettement plus proche que les 50% du premier test.
Plus on laisse le temps agir, plus notre encre émotionnelle perd de son poids et plus l'effet projecteur se réduit. Alors, on vient de voir que lorsqu'une situation nous gêne, on surestime fortement à quel point les autres la remarquent, et que plus cette gêne s'atténue, plus cette surestimation diminue. On pourrait donc penser que le problème vient surtout de l'intensité émotionnelle liée à la gêne. Elle créerait un ancrage démesuré qui fausse complètement notre estimation. Alors, si cette émotion disparaît, ou si elle est remplacée par quelque chose de positif, notre jugement devrait logiquement revenir plus juste. Autrement dit, quand on veut être remarqué, est-ce qu'on évalue enfin correctement la réalité? Pour le savoir, Gilovich a refait l'expérience du t-shirt, mais en changeant complètement le contexte. Oubliez le t-shirt gênant. Cette fois, vous pouvez choisir entre 3 modèles valorisants. Bob Marley, Jerry Seinfeld, un humoriste américain, ou Martin Luther King Jr. Vous traversez la pièce, fier de ce que vous portez, presque impatient que les autres le remarquent. Les observateurs vous suivent du regard et à la fin, on vous pose exactement la même question que dans les versions précédentes. À votre avis, combien de personnes ont reconnu la personne sur votre t-shirt? Encore une fois, jouez le jeu et donnez-moi votre estimation en commentaire. Les résultats sont fous. Leur estimation moyenne était que 48% des observateurs avaient reconnu le visage, contre seulement 8% en réalité. Et encore une fois, on a tous vécu ça, que ce soit avec une nouvelle paire de chaussures ou une coupe de cheveux. Perso, après les avoir eu très longs depuis toujours, j'en ai coupé 20 cm au lycée. J'étais persuadée que tout le monde allait le remarquer, alors qu'en vrai, tout le monde s'en fichait. Personne n'a rien dit. Parce que même lorsque l'émotion est positive, on reste prisonnier du même mécanisme. On sait ce qu'on porte, donc on suppose que les autres le remarquent aussi. L'ancrage ne disparaît pas, il change simplement de couleur. L'effet spotlight ne dépend alors pas du type d'émotion, mais simplement et uniquement du fait que nous vivons la scène de l'intérieur. Nous connaissons chaque détail de ce que nous faisons, disons ou portons, et nous oublions que pour les autres, nous sommes juste un élément secondaire dans leur champ de vision. Et ce phénomène ne se limite pas à l'apparence. Gilovich l'a testé dans un contexte entièrement social. Il a réuni 193 étudiants répartis en moyenne en groupes de 5 pour discuter d'un sujet d'actualité pendant 20 minutes. À la fin, chacun devait classer les autres membres du groupe sur 6 critères. Leur contribution à l'avancée de la discussion, le nombre d'erreurs de langage commises, le nombre de remarques potentiellement offensantes, le nombre de commentaires susceptibles d'être critiqués par les autres, les commentaires remarquables et le pourcentage du temps parlé. Puis, deuxième étape, chacun devait prédire la note moyenne que les autres lui avaient attribuée sur ces mêmes critères. Les résultats sont sans appel. L'effet projecteur frappe encore, mais cette fois avec une petite nuance. Peu importe le critère, positif ou négatif, on surestime systématiquement l'attention que les autres y portent. Mais il y a une subtilité importante. Le classement relatif est souvent correct. Les personnes qui parlaient le plus étaient bien notées plus haut par leur pairs, et celles qui commettaient le plus d'erreurs étaient effectivement mieux classées sur ce critère-là. En d'autres termes, on sait à peu près dans quel ordre les choses se classent, mais on se trompe toujours sur l'ampleur avec laquelle elles marquent les autres. Le jugement est bon, la mesure ne l'est pas. Et si cette erreur revient sur tous les critères, dans toutes les situations, c'est parce que le mécanisme est toujours le même, la conscience de soi. Plus on est attentif à ce qu'on fait ou à ce qu'on dit, plus on imagine que les autres le remarquent aussi. Que ce soit un t-shirt gênant, un propos pertinent, une faute de langage ou un commentaire maladroit, on ne peut pas l'ignorer parce qu'on l'a vécu de l'intérieur. A l'inverse, quand on est moins centré sur soi, par exemple lorsqu'un geste devient automatique ou qu'on s'habitue à un détail, cette focalisation s'atténue. L'effet projecteur s'affaiblit et il peut même s'inverser. C'est ce qu'on observe avec les comportements routiniers. Un fumeur sous-estime souvent à quel point son odeur dérange parce qu'il n'y pense plus. De la même façon, une personne qui se parfume excessivement ne se rend plus compte de l'intensité perçue par les autres, simplement parce qu'elle s'est habituée à cette odeur. En résumé, l'effet projecteur gonfle ou minimise notre estimation de ce que les autres perçoivent de nous, selon le niveau de conscience que l'on a de soi-même ou de ses actes. Et ça amène à une question évidente. Si tout vient de là, est-ce qu'il suffirait simplement de réduire cette conscience de soi pour corriger le biais? Sur le papier, oui, mais dans les faits, c'est une autre histoire. Je suis quelqu'un de plutôt timide, et quand je prends la parole, j'ai une conscience accrue de chaque détail qui me concerne. Je sais exactement à quel moment ma voix déraille, j'entends chaque mot qui sonne faux, je sens le moindre pli qui tombe mal sur mes vêtements, la chaleur qui monte dans mon visage, et je suis persuadée que tout le monde le voit aussi. Mon cerveau passe son temps à alterner entre ce que je veux dire et cette surveillance constante, comme si je cherchais à repérer en direct toutes les preuves possibles que je suis en train de me ridiculiser. Alors me dire « il suffit de ne plus y penser », c'est comme demander à quelqu'un de ne pas imaginer un éléphant rose. Il y pense immédiatement. C'est pour ça que je me repose sur une autre méthode. Me poser une question toute simple. Dans une semaine, qui s'en souviendra encore? Car 9 fois sur 10, la réponse est personne.